Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité aujourd'hui est le député LFI de Charente, René Pilato. Bonjour. Bonjour Monsieur Villain. On commence tout de suite dans le dur, si vous me permettez l'expression. Selon vous, le gouvernement Barnier est illégitime. Vous faites partie de ceux qui parlent de coup d'État. Est-ce que ce n'est pas un peu trop fort comme expression ? Non, c'est la bonne expression, coup d'État démocratique, bien sûr. On nomme théoriquement le groupe qui est arrivé en tête, une personnalité de ce groupe. Nous avions proposé Lucie Castet. On avait donc le NFP qui était un assemblage de partis politiques, d'ONG, de personnalités issues de la société civile. M. Macron a choisi M. Barnier, qui est à la tête de 47 députés LR. Ça paraît très léger par rapport à 93 députés que nous avons. La cote de popularité de l'exécutif est très basse, mais elle ne profite pas à la gauche, elle ne profite pas à LFI, on le voit dans les sondages. Pourquoi les Français ne vous suivent pas, que ce soit dans la rue ou dans les sondages ? Alors les Français nous suivent dans la rue, puisqu'à Angoulême, à la manifestation qu'avaient générée les jeunes insoumis de LFI, on a eu plus de 1200 personnes. 1200 personnes pour un coup d'État, excusez-moi, c'est quand même pas énorme. C'est un bon début, parce qu'en général, on n'appelle pas à manifester. On suit et on soutient les manifestations demandées et organisées par les syndicats. Nous étions à l'initiative et ça a été, à mon avis, une belle réussite. Pour vous, c'est une réussite. 1200 personnes à Angoulême et puis Angoulême, oui. En France, je ne sais plus combien, mais pardon, René Pilato, vous savez très bien que ce n'est pas des grandes manifestations, alors que quand on vous entend, quand on entend les députés LFI, c'est le branle-bas de combat, la France est au bord du gouffre, il y a un coup d'État. On n'a pas l'impression que ça suive au niveau des Français. Les Français ont été... Comment vous l'expliquez ? Je suis sûr que vous comprenez, vous savez qu'effectivement, vous devez être un petit peu peiné par le fait qu'il n'y ait pas autant de révolte, j'allais dire, des Français. Et vous l'expliquez comment, ça ? Ah non, on ne prône pas la révolte, on prône la révolution par les urnes. Elle s'est faite. Et je pense qu'il faut se demander pourquoi il n'y a pas plus de réaction non plus de tous les médias nationaux sur ce coup d'État d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu on n'en a pas parlé dans les médias ? Non, c'est passé crème. Bon, on ne regarde pas le même média. Non, mais c'est passé crème. Aujourd'hui, je pense que si on regarde la presse internationale, je suis désolé, j'ai posté sur X juste une affiche qui m'a fait mal au cœur, même si c'était un journal italien, Il Manifesto, il y avait écrit « Veni, vidi, Vichy », quoi. Donc voilà ce que la presse internationale pense de notre président. Donc ce coup d'État, il est dénoncé par toute la presse étrangère. Chez nous, ça passe crème. Il nomme Barnier minoritaire. Il fait une espèce de coalition. Ils sont en train de se chamailler au gouvernement. Si tu me baisses mon budget, moi je vais démissionner. Madame Pannier-Runacher cet après-midi. Monsieur Migaud hier. Donc je veux dire par là... Mais vous dites ça passe crème. Pardon, René Pilato, vous dites ça passe crème. J'entends. Pourquoi les Français ne se... Pardon, encore une fois, je vous le révolter dans le sens, en tout cas, dans les mentalités, si c'est vraiment si grave que ça, pourquoi ils ne le font pas ? C'est un vrai mystère, c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser. Je pense que je vais chercher la réponse. Je ne l'ai pas comme ça. Les gens sont abasourdis. Les gens n'ont pas voulu des 27 sondages. Non, les gens ne s'en fichent pas. Ils n'ont pas voulu des 27 sondages qui donnaient le RN gagnant, même en majorité absolue. 27 sondages, tous dans le même sens. Ils se sont mobilisés contre l'arrivée possible de l'extrême droite. Ils se sont mobilisés contre la politique de Macron. Et aujourd'hui, on leur dit vous votez, mais je m'en fous, ça ne sert à rien. Ils sont abasourdis. Vous parlez de sondages, selon une enquête Ipsos pour Le Monde publiée le 30 août dernier. 72% des Français pensent que LFI attise la violence. C'est 12 points de plus que la même époque en 2023. Je pense que les sondages viennent de vous dire qu'il faut faire très attention à comment on les manipule et les interprète, puisqu'il y en avait 27 qui donnaient gagnant le RN, et à la fin, c'est le NFP qui arrive en tête. Sauf que ça corrobore la faible mobilisation dans la rue. C'est votre analyse. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça corrobore. Et puis, entre nous, moi, je vais être très franc. Après le 7 octobre,
LFI était antisémite, LFI était le diable rouge en France. On a pris pendant un an, un matraquage médiatique bien organisé, bien orchestré, très bien. Un an après, qu'est-ce qui se passe? De Villepin est sur notre ligne, c'est un antisémite. Le pape est sur notre ligne, c'est un antisémite. Et Macron, qui demande d'arrêter de vendre des armes à Israël, est traité comme un moins que rien, au point que c'est Mathilde Panot qui le défend. C'est même pas les siens. Donc, quelque part, moi je veux bien, mais malheureusement, c'est une satisfaction qui est effacée par les dizaines de milliers de morts. La ligne que l'on avait était la bonne, le droit international. On va en parler, si vous voulez bien, en fin d'émission. Ah ben, on en parle à la fin d'émission. Pour revenir sur l'image même de LFI, encore une fois, qui, moi, j'ai envie de comprendre pourquoi, si tout ce que vous dites est vrai, pourquoi ça ne répond pas du côté des Français. Jean-Luc Mélenchon, je sais que vous n'avez pas qu'on parle de lui, on va un tout petit peu parler de lui, puis on passe à autre chose. On peut en parler. Je sens mélenchoniste, on parle de Mélenchon, bah je sens oui, macroniste, on parle de Macron. Jean-Luc Mélenchon, la personnalité politique qui récolte le plus d'avis très négatifs, 60%, c'est autant que Zemmour. Comment voulez-vous être fédérateur, rassembleur ? On a un souci avec, effectivement, le traitement médiatique de l'information. Donc c'est la faute des médias ? Non. On a un souci avec le traitement médiatique de l'information. Moi, je vais vous dire, quand j'ai fait campagne et que j'allais dans un milieu plus rural, dans la première circonscription, surtout la campagne de législative partielle, une fois qu'il était 17h30, 18h, les gens étaient chez eux, devant des chaînes d'information continue, qui, du matin au soir, répétaient des horreurs sur Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un lavage de cerveau organisé par le gouvernement, le président de la République. Ah ben non, mais la vraie question, Monsieur Villain, est l'unique question qu'il faut se poser. Pourquoi des gens très riches acceptent de perdre de l'argent dans des chaînes de télé qui sont dites d'information continue? Pourquoi des gens très riches qui veulent que le système néolibéral persiste, quitte à voir le RN, achètent des chaînes de télévision et acceptent d'être déficitaires alors qu'ils font du fric, en général, sur tout ce qui touche? Heureusement qu'il y a le service public audiovisuel, alors. Et bravo au service public de l'audiovisuel. Il a fallu plusieurs jours avant que les composantes du nouveau Front Populaire se mettent d'accord pour proposer un nom pour Matignon, pour proposer donc Lucie Castet. Ça a mis du temps quand même. Est-ce que ça veut dire que la gauche finalement n'était pas prête à gouverner ? Prise de court et puis trop de divisions au sein de ce nouveau Front Populaire qui faisait que c'était un peu compliqué. La gauche est prête à gouverner. On s'est peut-être fait avoir, nous également, par ces 27 sondages. C'est-à-dire qu'on arrive à faire le NFP en 3 jours, le programme en 5 jours, puisqu'il était issu de la NUPES. Donc il est passé de 600 mesures à 150, plus quelques-unes qui sont intéressantes. Et on arrive effectivement en tête. Il faut choisir quelqu'un. Donc, je trouve que 8 jours pour choisir un Premier ministre, une Première ministre, c'était bien. C'était le temps nécessaire de la décantation pour effectivement se dire on va prendre quelqu'un de la société civile. Ça a été plus rapide pour savoir si c'était Jacques Chirac ou Édouard Balladur quand il y a eu des cohabitations ou Lionel Jospin. C'était plus simple, plus logique, plus naturel. Oui, mais parce que Chirac, avec Jospin, n'a pas laissé que 3 semaines de campagne. Si le nouveau Front Populaire était prêt à gouverner comme vous le dites, pourquoi alors Jean-Luc Mélenchon a déclaré le 7 juillet au soir du second tour, alors que la gauche n'avait qu'une majorité relative, ceci ? La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front Populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Pourquoi mettre des murs alors qu'on peut poser des passerelles ? Alors, je suis désolé, mais ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Et je vais vous dire pourquoi. C'est ce que j'ai le plus apprécié parce que on ne trahit pas les électeurs quand on dit ça, bien au contraire. Et c'est ce qui va se passer quand le gouvernement Barnier va tomber. Sauf que du coup, vous n'êtes pas au pouvoir. Attendez, il n'aura pas le choix, Macron. Soit il nomme Lucie Castet, soit il démissionne. On en reparlera si vous voulez. Mais pourquoi il dit ça, Jean-Luc Mélenchon ? Il dit ça pour respecter les électeurs.
C'est-à-dire qu'on a un programme, on a été élu sur un programme. Oui, mais vous n'avez pas la majorité absolue, donc c'est pas possible. Justement, je vais y venir. Si vous me laissez une minute... Allez-y. Ce programme, c'est le contrat qu'on a avec les électeurs. Les vôtres. Les nôtres. Donc, on dit, le programme, rien que le programme, tout le programme. On va à l'Assemblée, Lucie Gastet arrive avec son gouvernement, et présente ce programme. C'est là que la démocratie fonctionne. Parce qu'on ne trahit pas nos électeurs, et ce programme est amendé au Parlement. Il est amendé par le RN, par LR, par EPR, le groupement macroniste, et à ce moment-là, ce qui va sortir de l'Assemblée, soit c'est complètement remanié, et on dit on retire le programme. Ou alors, tout simplement, votre gouvernement tombe. Ok, soit effectivement le programme il est remanié, amendé, et on dit on se retourne vers nos électeurs, on dit voilà, la démocratie fait que nous étions en majorité relative, voilà ce qu'on a obtenu, on estime que c'est une avancée qui est assez bonne, et on continue. Et je vais vous dire, ce qui se passe en ce moment, c'est très intéressant. Si vous suivez un peu ce qui se passe en commission des affaires des finances, voilà. Un petit peu. C'est intéressant, pourquoi ? On obtient des majorités. Oui, mais en commission. Non, mais on les obtiendra en hémicycle. Ou alors, M. Barnier passera par un 49.3 qu'il a déjà annoncé. Mais quand on dit le programme, rien que le programme, tout le programme, c'est un respect des électeurs. Et je viens à l'Allemagne et je finis avec ça. L'Allemagne, justement, quand ils n'ont pas de majorité, ils commencent par essayer de trouver une coalition. Et ils retirent ça du programme, ils retirent ça. Et en gros, à la fin, ils font un gouvernement qui a déjà trahi les électeurs. Donc, vaut mieux un Barnier qu'un Cazeneuve. Ni l'un ni l'autre. Cazeneuve, il n'a pas soutenu le NFP. Est-ce que l'option Lucie Gastet est toujours à Matignon, donc j'ai compris, elle est toujours envisageable pour vous, cette option? C'est la seule, oui. Sauf que vous ne pouvez faire tomber le gouvernement qu'avec l'aide du Rassemblement national. Non, l'aide... Si, vous êtes prof de maths, c'est l'arithmétique pure. Oui, non, mais... Donc si le RN ne vote pas une motion de censure de vous, par exemple, vous ne pouvez pas faire tomber le gouvernement. Oui, mais le RN, c'est le folklore en ce moment, franchement. On lance la procédure de destitution. On est parti à 50, puis 70, puis 80. Et puis en commission des lois, on arrive à rapatrier les écologistes, le groupe GDR, les socialistes non. Et c'est Madame Le Pen qui, en conférence des présidents, par sa seule voix, elle pouvait faire aller ce texte en hémicycle pour qu'il y ait un débat et qu'on définisse vraiment les critères qui permettraient de dire que le président est destituable ou pas sur son action politique. Elle sauve Macron d'un débat à ce moment-là. Sur le gouvernement illégitime de Barnier, elle ne vote pas avec son groupe la motion de censure. Donc elle est déjà, en une semaine, elle a sauvé Macron et Barnier. Donc le gouvernement va durer longtemps, jusqu'au présidentiel, jusqu'à la présidentielle. Elle assumera ses choix devant ses électeurs. Franchement, René Pilato, est-ce que la France, aujourd'hui, ne mérite pas de la concorde politique? Oui, autour d'un programme. Vu l'état dans lequel elle est. Oui, autour d'un programme, autour d'une majorité relative, certes. Donc on respecte les institutions, on respecte la démocratie, on respecte le choix des électrices et des électeurs. Moi, ce que je demande... C'est le plus gros reproche que vous faites à Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir, c'est de ne pas avoir respecté ça en juillet dernier? Pire, un gouvernement démissionnaire a écrit 1300 décrets arrêtés. C'était plus des affaires courantes, c'était plus la gestion des affaires courantes. Ces gens-là, ils ont même envoyé les lettres de cadrage pour le budget. Ils ont caché les notes de Bercy. Non mais franchement, et quelque part, on nous dit que c'est pas normal, faut laisser faire. Quand je vous disais que les médias ont été silencieux, je pense que les médias ont été silencieux. Moi, je l'ai lu, je l'ai vu, donc je n'étais pas silencieux, parce que moi, je l'ai entendu. Les 1300 décrets arrêtés. Oui. Mais ça aurait dû hurler. En parlant de hurler, l'annonce par Sanofi de son intention de céder 50% d'Opella, qui fabrique notamment le Doliprane, à un fonds d'investissement américain, provoque, on l'a vu cette semaine, une vive polémique. Avant d'en parler avec vous, ce petit rappel des faits. Le ministre de l'économie Antoine Armand, avec son collègue de l'industrie Marc Ferracci, ce matin à Lisieux, sur le site de production du Doliprane. Objectif, calmer les esprits, alors que le médicament le plus vendu en France pourrait bientôt passer sous pavillon américain. Organisé ce matin en piquet de grève, les syndicats dénoncent une trahison. Une fois que le fonds aura racheté,
libre à eux de faire ce qu'ils veulent, en fait, puisque ça sera leur société, et plus la nôtre. Sanofi est en négociation pour la vente de 50% de sa filiale Opella, celle qui produit notamment du Doliprane. L'acheteur, un fonds d'investissement new-yorkais CD&R, pour 15 milliards d'euros. 250 postes seraient en jeu selon les syndicats. Le ministre de l'économie répète qu'il demande des garanties pour que le Doliprane continue à être produit en France par des salariés français. Un enjeu de souveraineté. Il y a 2 ans, la France avait connu une pénurie de Doliprane telle qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ce que cela n'arrive plus. On se dit qu'on doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. C'est cette promesse que les salariés et les patients voudraient voir tenue aujourd'hui. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec René Pilato, député LFI de Charente. Qu'est-ce qui vous choque dans cette décision, cette possible cession ? La non-parole tenue du président de la République, comme d'habitude. Il parle pour ne rien dire. Il dit souveraineté au niveau des médicaments. Oui, donc une usine est en train d'être construite en ce moment pour fabriquer le principe actif le paracétamol. René Pilato, l'usine, elle est en train d'être créée, elle est en train d'être construite en ce moment. Non, mais quelque part, ensuite, on a vu ce fonds de pension là, sur But et Castorama faire ce qu'il voulait. Il a fermé les sites qu'il voulait. Donc, quelque part, les engagements, ils ne tiennent jamais. Donc, si on veut être sérieux, on dit à Sanofi, vous allez rembourser les 1 milliard sur 10 ans de crédit impôt recherche. Vous avez fermé 2 ou 3 bureaux, je dirais, de recherche. On va vous faire rembourser tout ça. Et puis, quelque part, si on veut une souveraineté au niveau des médicaments, on nationalise, c'est ce qu'on a proposé. On nationalise, et bien ensuite... on parle bien du Doliprane, on parle bien de paracétamol. Oui. Et Feralgan, c'est pareil. Donc c'est une molécule, enfin le paracétamol, c'est un principe actif qui est dans le domaine public. C'est pas, on n'a pas d'exclusivité. D'ailleurs, c'est même vendu uniquement en France, quasiment le Doliprane. En quoi le fait que ce soit sous pavillon américain va gêner grand-chose ? Non, mais... Il n'y a plus de brevet, il n'y a plus rien. C'est votre avis. Non, mais c'est un fait. Non, c'est pas un avis. Je veux dire par là, au bout d'un moment, quand on nous propose une souveraineté, que ce soit une souveraineté alimentaire, une souveraineté sur la santé, une souveraineté sur notre industrie, on se donne les moyens de la souveraineté. On ne se met pas sous pavillon américain. Le fait qu'il y ait 15 milliards d'euros en échange, ça serait quand même très bénéfique pour Sanofi. Là, pour le coup, pour faire de la recherche, trouver, je sais pas, des vaccins, des choses qui sont là pour le coup. Alors, je vous disais qu'ils ont eu 1 milliard en 10 ans, ils n'ont même pas été capables de faire un vaccin quand il y a eu le Covid. Donc, non, c'est bon. Ces gens-là touchent de l'argent public, sont gavés d'argent public, et quand il faut le rendre service au pays, ils font des bénéfices ailleurs. Non, merci. On ne gère pas un pays avec des gens comme ça. Alors la question qui se pose depuis mercredi aux députés, c'est, grosso modo, comment trouver 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour abonder 60 milliards d'euros d'économies ? Ça a été voté hier soir, je crois, 26 milliards de rentrées. Jeudi. Oui, jeudi soir. Oui. Nous sommes dimanche. Dimanche. Et donc, ça a été voté 26 milliards de recettes supplémentaires sur les taxes au niveau des énergéticiens. LFI voulait un texte LFI compatible, est-ce que c'est le cas ? Je pense qu'à la fin, M. Barnier aura un budget qui sera plus proche de ce que pouvait proposer le NFP. À lui de voir s'il accepte de l'amener au Parlement, s'il accepte tous ces amendements qui ont été votés et s'il refuse de passer par un 49.3. Alourdissement de la fiscalité pour les ultra-riches ? Oui. Ça ? Oui. Ça vous plaît ? Oui. On est d'accord ? Suppression du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, pour dit flat tax, oui, dit flat tax, taux de 30% sur l'ensemble des revenus ça a été relevé, issus de l'épargne ou du capital financier. Ça a été relevé, simplement. Ouais. Au total, ces mesures devaient rapporter 49 milliards d'euros. Alors, la somme... Sans hausse d'impôts sur les classes moyennes et populaires, dit LFI. C'est ça. C'est le NFP, donc, avec Éric Coquerel et Lucie Castet, qui a présenté 10 mesures phares pour effectivement faire rentrer 49 milliards dans les caisses de l'État sans ponctionner les classes populaires et les classes moyennes. C'est une très bonne nouvelle. La Cour des comptes nous dit que depuis 7 ans, il manque 62 milliards par an de rentrée fiscale. Et elles ont
était, je dirais, donné aux grands groupes et aux plus riches. Il fait une politique de gauche, Michel Barnier, en ce moment ? Ben non, puisqu'il proposait, lui, d'aller chercher 40 milliards sur les classes moyennes et populaires. Ouais, mais il vous écoute un peu, il dit ouais, quand même on va aller voir un peu sur les ultra riches, la fiscalité va être différente pendant un certain temps, de façon exceptionnelle certes, mais quand même. C'est ce que je disais à monsieur Armand quand j'ai fait ma DG. On a un problème, le péché originel, c'est la libéralisation du prix de l'énergie. C'est le péché originel. Pourquoi ? Parce que des opérateurs privés sont rentrés et ont fait exploser le prix de l'énergie. Conséquence, les entreprises en difficulté, les petits commerces en difficulté et les ménages en difficulté. La consommation se restreint, les carnets de commandes se vident et le cercle, il est en train, je dirais, de devenir de pire en pire. Donc, si on ne casse pas ce cercle en disant qu'on revient effectivement à des prix de l'énergie réglementés et avec une hausse des salaires qui permettent de relancer la consommation, nous n'y arriverons pas. Et il y a quelque chose qui va être très intéressant, c'est une mesure que j'ai beaucoup poussée, c'est la taxe au kilomètre, qui va pouvoir recréer des cercles vertueux dans nos économies locales. La taxe au kilomètre, c'est de dire, en gros... On va remettre des barrages comme Solène Royal avait fait, et puis ça va pas pas servir du finalement. tout. C'est tout à fait ouvert, libre, mais plus un produit de fait de kilomètres, et plus il est taxé. Selon Éric Coquerel, il y a eu dans les comptes publics insincérité ou cécité, donc les deux de toute façon sont graves. Est-ce que c'est ce qui va donc essayer, c'est ce que va essayer de déterminer la commission d'enquête si elle a lieu dans la commission des finances? Est-ce qu'il y aura une commission d'enquête? Oui, ça a été voté. Ça a été voté. Principal responsable, Emmanuel Macron? C'est un peu plus large que ça, puisque il semblerait que des notes de Bercy qui alertaient avaient poussé M. Bruno Le Maire à proposer un budget rectificatif qui aurait été refusé par M. Macron et M. Attal pour cause d'élection. Donc, en fait, on veut y voir plus clair. Une commission d'enquête, ça sert à ça. Ça permettra de voir ce qui s'est réellement passé sur ce dérapage budgétaire et qui a caché des informations. Michel Barnier était favorable finalement à cette commission d'enquête. C'est très bien. Ça veut dire que ça vous a étonné? Non. M. Barnier, il a une idéologie qui est maintenant date un petit peu. Il a été biberonné à l'idéologie très ouverte, très libérale, européenne, où les États ne comptent pas et les grandes entreprises font la loi. Donc on n'est pas du tout d'accord sur cette ligne-là, mais ça ne l'empêche pas peut-être d'être républicain. Donc il n'y a pas de souci. Pour terminer sur ce sujet, René Pilato, comment réduire la dette sans affaiblir la croissance? C'est une vraie problématique. Je vous l'ai ébauché tout à l'heure, redonner du pouvoir d'achat, mettre une taxe au kilomètre, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. La croissance, pour plus de 50%, elle est tirée vers le haut par la consommation. Écoutez, il y a 2 millions de pauvres chez nos aînés. Il y a le 10 du mois, un tiers des Français à qui il reste 100 € pour vivre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils consomment? On termine, si vous voulez bien, avec un mot sur la situation au Proche-Orient. On a ébauché un petit peu au début de l'émission. La mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne, est-elle une bonne chose? On rappelle qu'il est considéré comme celui qui a pensé le 7 octobre. La mort de quelqu'un n'est jamais une bonne chose. Apparemment, pour arrêter le conflit, tout le monde s'accorde à dire, sur ce que j'ai entendu depuis hier, que ça permettrait un tournant. Et ça permettrait effectivement à M. Netanyahou de cesser de continuer son massacre barbare. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment aujourd'hui, je trouve, inadmissible. On n'en parle pas assez. On a le Hamas qui a fait des actes terroristes qui sont condamnables. On les a condamnés. Et à partir de là, ça relève, à notre avis, de crimes de guerre. Mais ce qu'a fait Netanyahou, ce qu'il est en train de faire, et maintenant ce qu'il fait au Liban, il a fait un génocide. Il a déclaré que avec la mort du chef du Hamas, c'était le début de la fin de la guerre à Gaza. Oui, mais le début de la fin, ça s'interprète comme on veut. Juste un chiffre, au-delà des dizaines de milliers de morts. La quantité de bombes qui sont tombées sur Gaza, si vous prenez Hiroshima et Nagasaki cumulés, c'est en dessous de ce qu'ont reçu les Gazaouis sur la tête. Voilà où on en est
à Gaza. Il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission. En tant que député, comment vous voyez les semaines, les mois qui viennent ? Avec beaucoup de sérénité. On va arriver effectivement à voir le vrai visage du Rassemblement national. Est-ce qu'il protégera le capital, quitte à tourner le dos aux électeurs ? Il va y avoir pour M. Macron un moment de vérité. Si le gouvernement Barnier tombe, est-ce qu'il accepte de nommer Lucie Castet pour qu'elle fasse le programme pour lequel nous avons été élus ? Et dans ce cas-là, on va détricoter cette année de Macronie. Est-ce qu'il va démissionner ? Est-ce qu'il va lancer une 6e République ? Pourquoi pas, une constituante ? Mais ça va clarifier beaucoup de choses. Ou trouver un autre Premier ministre ? Je pense qu'on est dans une situation quand même qui est assez bloquée. Moi, si j'ai un conseil à donner à M. Macron, je dirais, M. Macron, nommez Lucie Castet, demandez à votre groupe parlementaire de ne pas la censurer d'entrée et regardez ce qui se passe. On trouve des majorités en commission, on peut les trouver en hémicycle. Alors, je ne suis pas sûr que c'est votre conseil, mais en tout cas, c'est lancé. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci René Pilato d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro Dimanche en politique. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet na.france3.fr dans la rubrique émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Hélène Drouet à cette même place. Il sera question de l'aide sociale à l'enfance avec comme invité les présidentes des 2 départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, Sylvie Marcilly et Coralie Desnoux. Excellent dimanche à toutes et à tous. Merci à vous.